Il était une fois, dans une petite ville paisible, située juste à la périphérie de la métropole, un garçon de 13 ans nommé Aloïs. Il n'était pas comme la plupart des adolescents de son âge. Aloïs était calme, silencieux et toujours en train de réfléchir. Il ne parlait pas beaucoup, mais lorsqu'il ouvrait la bouche, c'était toujours pour dire quelque chose d'important. Les gens de son entourage disaient qu'il était bien trop sérieux pour un enfant, mais cela lui était bien égal. Son esprit était toujours affûté. Il remarquait des détails que les autres ignoraient. Il savait déceler quand quelqu'un simulait, même si cette personne souriait et riait comme si tout allait pour le mieux. Aloïs vivait avec son père, Monsieur Roche, dans une grande demeure ceinte de hauts portails et dotée d'un jardin fleuri de roses. Son père était un homme d'une quarantaine d'années, grand, athlétique et séduisant, dégageant toujours un sillage de parfum raffiné dans ses costumes impeccables. Les gens respectaient Monsieur Roche. Il s'était enrichi en dirigeant une importante entreprise de transport et de logistique, travaillant sans relâche après la disparition de son épouse, la mère d'Aloïs, survenue 6 ans plus tôt. Depuis lors, ils vivaient tous deux en tête, père et fils, prenant soin l'un d'eux, l'autre dans la plus grande tranquillité. Mais tout changea le jour où Monsieur Roche présenta une femme à son fils. Aloïs, dit son père un samedi matin, se tenant fièrement dans l'entrée aux côtés d'une jeune femme. Je te présente Violaine. Aloïs se leva lentement du canapé du salon. Son regard se déplaça de son père vers la jeune femme qui lui adressait un sourire radieux. Elle portait une robe, rouge particulièrement ajustée, et ses longs cils battaient de manière exagérée, comme si elle s'efforçait de paraître innocente. « Bonjour, mon grand, dit-elle en s'approchant pour lui caresser la joue. Aloïs recula imperceptiblement et lui adressa un salut poli. « C'est ma fiancée, » ajouta son père. « Nous nous marions dans 3 semaines. » L'espace parut soudainement se rétrécir. Aloïs ne sourit pas. Il regarda son père, puis de nouveau la jeune femme. Une sourde angoisse lui serra la poitrine. « Enchanté, » murmura Aloïs. Mais il n'en pensait pas un mot. Rien de tout cela ne lui plaisait. Plus tard ce soir-là, Aloïs était allongé sur son lit, le regard fixé sur les pales du ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de lui. L'atmosphère de la maison avait changé. Violaine était dans la cuisine, riant bruyamment avec son père. Son rire manquait de sincérité. Il était aigu, forcé, comme si elle devait s'efforcer de produire le moindre son. Il ferma les yeux, se remémorant son attitude à son égard. Derrière son sourire de façade se dissimulait une certaine froideur, comme si sa présence lui importait peu et qu'il ne représentait à ses yeux qu'un simple obstacle. Il se saisit de sa tablette et commença à taper son nom sur les réseaux sociaux, mais il ne trouva aucun élément probant, seulement quelques clichés retouchés, des sourires fins. Aucune information réelle, aucun commentaire d'ancien, ami, aucune mention de sa famille, il n'y avait qu'elle. « Pourquoi tant de mystère ?» murmura Aloïs pour lui-même. Il se leva, s'engagea dans le couloir et se posta près de la cloison de la cuisine. Il pouvait entendre leur voix. « Je te l'avais dit qu'il finirait par t'apprécier », disait Monsieur Roche. « C'est un enfant adorable, » répondit Violaine. « Il a simplement besoin de temps. » Aloïs leva les yeux au ciel. Cette intonation doucereuse et feinte lui rappelait un sirop sucré masquant une substance gâtée. Le lendemain, ils se rendirent au restaurant pour déjeuner ensemble. Aloïs restait silencieux à table, remuant distraitement ses aliments, tandis que Violaine s'esclaffait à la moindre plaisanterie de son père. « Oh, Roch, tu es d'une drôlerie !» gloussa-t-elle en lui posant délicatement la main sur le bras. Aloïs releva la tête de son assiette. Le regard de la jeune femme n'était pas fixé sur son père, mais sur la montre en or qu'il portait au poignet. Elle la contemplait avec une insistance particulière. « Papa, » dit soudainement Aloïs, « puis-je te parler ?» Son père parut surpris. À cet instant, oui, en tête à tête. Ils sortirent du restaurant. Aloïs attendit qu'il soit suffisamment éloigné des baies vitrées pour s'exprimer. « Pourquoi as-tu l'intention de l'épouser ?» demanda-t-il. Son père soupira. « Aloïs, ta mère a disparu depuis 6 ans désormais. J'ai été seule, tu as été seule. Et Violaine apporte de la joie dans notre foyer, n'est-ce pas ce que nous souhaitons ?» Aloïs secoua lentement la tête. « Non, papa. Ce n'est pas ce que je souhaite.
Ne lui fais pas confiance. Voyons, Aloïs. Elle s'efforce de bien faire. Non, papa. Elle joue un rôle. Monsieur Roche fronça les sourcils. Tu te comportes comme un enfant. Ce n'est pas le cas. Je le ressens. Quelque chose ne va pas avec elle. Son père s'éloigna, contrarié. Retourne à l'intérieur, Aloïs. Je ne veux plus entendre ces sornettes. Durant les jours qui suivirent, Aloïs s'exprima peu, mais redoubla d'attention. Il observait les moindres faits et gestes de Violaine, sa démarche furtive dans la maison lorsqu'elle se croyait seule, sa façon de consulter les relevés bancaires de son père dès qu'il laissait son téléphone sans surveillance, et ses questions insistantes sur les titres de propriété de la demeure et les parts de l'entreprise. Une nuit, Aloïs ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il descendit pour se désaltérer. En passant devant la chambre d'amis occupée par Violaine, il perçut sa voix. Elle était au téléphone. Son ton était bas, mais Aloïs put surprendre. Des bribes de la conversation. Une fois qu'il l'aura bu, tout sera à nous. Oui, j'ai tout préparé. Ne commets aucune erreur cette fois. Aloïs se figea. Il se rapprocha de la porte. Il le boira lors de la réception du mariage. C'est l'unique moyen. Après cela, ce sera réglé. Ses mains se mirent à trembler. Il recula discrètement, le cœur battant à tout rompre. Que planifiait-elle? Que contenait cette boisson? Il regagna sa chambre à pas de loup, referma la porte délicatement et s'assit sur son lit, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Le lendemain matin, Aloïs fit face à Violaine au petit déjeuner. Elle lui adressa un doux sourire. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-elle. « Oui, répondit-il, le regard ancré dans le sien. » Elle sia, puis détourna les yeux. Lorsque son père descendit, Aloïs tenta une nouvelle approche. « Papa, je dois te parler, s'il te plaît. » Mais Monsieur Roche était pressé par son travail. « Nous en reparlerons plus tard. » dit-il en déposant un baiser sur le front de Violaine. Aloïs ressentit un profond malaise. Il devait agir. Il devait l'arrêter. Mais de prompteuse. Quelle manière? Ce soir-là, profitant de l'absence des occupants, Aloïs s'introduisit dans la chambre de son père. Il se saisit de son ancien téléphone et le dissimula, derrière un vase de fleurs dans le salon. Il s'assura d'activer l'enregistrement vocal aux heures où Violaine avait l'habitude de téléphoner. Il attendait. Les heures s'écoulèrent. Enfin, peu après 22 heures, elle pénétra dans le salon, le téléphone pressé contre l'oreille. « Je t'ai dit que je gérais la situation, » chuchota-t-elle. Il n'a pas le moindre soupçon. Une fois l'union célébrée et la boisson consommée, la maison, les véhicules, la fortune, tout m'appartiendra. J'ai dit « m'appartiendra », pas « nous appartiendra ». À l'étage, les yeux d'Aloïs s'agrandirent d'effroi. Ses paroles avaient changé. Elle mentait également à son complice au bout du fil. Cette femme était d'une dangerosité redoutable. Le lendemain matin, Aloïs écouta l'enregistrement. Ses mains étaient moites. Sa voix était parfaitement audible. Elle l'avait répété. Une fois l'union célébrée et la boisson consommée. Il consulta le calendrier. Le mariage avait lieu dans 5 jours. 5 jours, pour empêcher un drame. Mais si son père refusait de lui prêter l'oreille, il pondeuse gamme, lui fallait élaborer un plan audacieux. Il s'assit par terre, fixant le téléphone. Une évidence s'imposait désormais. Il ne s'agissait plus seulement de préserver son père d'une déception amoureuse, mais de lui sauver la vie. La nuit était paisible, trop paisible. Aloïs était assis sur son lit, le dos appuyé contre la cloison, les yeux fixés sur le petit appareil d'enregistrement qu'il tenait en main. Il avait déjà écouté la bande à 5 reprises, et chaque écoute lui glaçait le sang. Une fois l'union célébrée et la boisson consommée, la maison, les véhicules, fortune, tout m'appartiendra. L'intonation était claire, froide, dénuée de tout scrupule, propre à une personne habituée à imposer sa volonté. Les doigts d'Aloïs se crispèrent sur l'appareil. Ce n'était pas le fruit de son imagination. Violaine ne feigna pas seulement d'éprouver des sentiments pour son père, elle planifiait de l'éliminer. Il regarda de nouveau le calendrier, 4 jours avant la cérémonie. 4 jours pour faire obstacle à ce projet criminel. Le lendemain,
Aloïs ne descendit pas immédiatement. Il resta confiné dans ses appartements, en pleine réflexion. Et si je faisais écouter cet enregistrement à papa? Me croira-t-il cette fois? Il voulait tenter l'expérience, mais il se remémora la promptitude avec laquelle son père l'avait écarté auparavant. Et s'il s'imagine encore que je suis jaloux? S'il prétend que j'ai falsifié en bande? S'il choisit de croire ses dénégations et ses larmes? Aloïs se prit la tête à deux mains. Il lui fallait des éléments plus probants, la surprendre en train de formuler des projets plus explicites encore, des preuves qu'aucun homme sensé ne pourrait écarter. Il laissa donc l'appareil, dissimulé derrière le vase du salon. Le soir venu, Aloïs s'efforça de se montrer discret durant le repas. Son père et Violaine s'amusaient d'une publication sur un téléphone. « Regarde ce chien avec des lunettes de soleil, mon chéri », gloussa-t-elle en présentant l'écran à Monsieur Roche. Son père éclata d'un rire franc. « C'est amusant. » Le visage d'Aloïs demeura de marbre. Il observait ses mains soignées aux ongles, vernis de rose éclatant. Elle touchait à tout, le verre de son père, son bras, les couverts, agissant avec une assurance déconcertante. Une personne qui médite un crime ne laisse transparaître aucune crainte, pensa Aloïs. C'était bien cela qui l'effrayait le plus. Vers 23 heures, il perçut ses pas dans le couloir. Il attendit dans la pénombre de sa chambre, la porte entr'ouverte. Elle descendit au salon, s'installa. Puis la conversation débuta. « Je t'ai dit que la situation était maîtrisée, non? Pourquoi m'importunes-tu de nouveau? » lança-t-elle d'un ton sec au téléphone. Sa voix n'avait plus rien de doucereux. Elle paraissait excédée. Un long silence s'ensuivit. Aloïs se pencha, le cœur battant à tout rompre. « Écoute, je t'affirme qu'il me fait une confiance aveugle. Après la cérémonie, nous lui remettons la boisson, et l'affaire est classée. » Un nouveau silence, puis sa voix s'éleva de nouveau, plus forte. « Tu auras ta part. Mais ne t'imagine pas que le partage sera équitable. C'est moi qui l'épouse, pas toi. » Aloïs en resta stupéfait. Elle planifiait également d'abuser de son complice. « Alors ne m'appelle plus durant la nuit. Tu risques de tout gâcher. Laisse-moi gérer la situation. » Il entendit la communication prendre fin, puis le glissement de ses pas sur les dalles alors qu'elle quittait la pièce. Aloïs referma délicatement sa porte, s'allongea, mais le sommeil ne vint pas. Cette nouvelle bande constituait la preuve indiscutable dont il avait besoin. Le lendemain, il se leva de bonne heure. Il se précipita au salon pour récupérer l'appareil et regagna sa chambre pour écouter l'enregistrement. Tout y était consigné, de manière plus distincte encore que sur la première bande, c'est « moi qui l'épouse, pas toi ». Sa respiration s'accéléra, ses mains tremblaient. Cette femme était malfaisante. Elle préparait un projet criminel, et il était le seul à le savoir. Il voulut descendre et révéler la vérité de prime abord, mais il se ravisa. « Non, pas encore. Elle est fine mouche. Si je m'exprime à cet instant, elle n'aura aucun mal à nier et à jouer les victimes. Elle prétendra que je suis un adolescent, difficile qui refuse la présence d'une nouvelle épouse. » Il devait faire preuve de patience. L'échéance approchait, et plus elle se sentirait en confiance, plus elle commettrait d'imprudence. L'après-midi, son père le convoqua dans son bureau. « Aloïs, commença Monsieur Roche en croisant les bras. J'ai le sentiment que tu cherches à éviter Violaine. Que se passe-t-il? » Aloïs resta immobile, le cœur battant la chamade. « Elle s'efforce de se montrer prévenante à ton égard, poursuivit son père. Mais tu te montres distant, froid. Tu daignes à peine la saluer. » Aloïs leva les yeux vers lui. « Puis-je te poser une question, papa? » Monsieur Roche fronça les sourcils. « Je t'écoute. Si maman était toujours de ce monde, penses-tu qu'elle apprécierait Violaine? » Un long silence s'établit. Monsieur Roche s'adossa lentement à son fauteuil. « Aloïs, ta mère a disparu depuis des années désormais. Elle souhaiterait simplement mon bonheur. Ton bonheur ou ta sécurité? » dit doucement Aloïs. Monsieur Roche se redressa. « Que veux-tu dire par là? » Aloïs entr'ouvrit la bouche, prêt à tout révéler, à crier la vérité, mais il se nie mon savance cruisemei. « Retins. Rien, dit-il. C'est sans importance. » Son père soupira. « Aloïs, je sais que cette situation n'est pas aisée pour toi, mais je souhaite que nous formions de nouveau une famille. Ne t'y oppose pas. » Aloïs acquiesça et quitta la pièce, des larmes lui montant aux yeux. Le lendemain était un dimanche.
L'église était comble. Ils s'installèrent ensemble pour l'office. Violaine tint la main de son père durant toute la cérémonie, affichant la mine de la fiancée idéale. Au terme de l'office, les fidèles se pressèrent autour d'eux pour les féliciter. « Toutes nos félicitations, Monsieur Roche, votre fiancée est superbe. Vous avez beaucoup de chance. » Son père souriait avec fierté. « Je vous remercie. Nous attendons ce jour avec impatience. » Violaine se tourna vers Aloïs. « Es-tu impatient, mon grand? Nous allons former une belle et heureuse famille. » Aloïs la fixa d'un œil inexpressif. Elle se pencha vers lui. « Te voilà deux. » Nouveau bien silencieux. Il la regarda droit dans les yeux. Les reptiles le sont aussi avant d'eux. Frappée. Elle sia, surprise. « Quoi? » Monsieur Roche se retourna. « Qu'as-tu dit? » Aloïs. « Rien, » répondit Aloïs en s'éloignant. Le soir venu, Violaine frappa à la porte de sa chambre. Aloïs lui ouvrit. Lentement. Elle souriait. « Puis-je entrer ?» Il ne répondit rien, mais s'effaça pour la laisser passer. Elle inspecta la pièce. C'est une chambre charmante, très ordonnée. Aloïs restait debout, les bras croisés. Elle se tourna vers lui. « Je sais que tu ne m'apprécies pas, mais je ne cherche nullement à remplacer ta mère. » Il garda le silence. « Je souhaite simplement le bonheur de ton père, et j'aimerais que nous soyons proches. » Aloïs inclina la tête. « Vraiment? »« Oui. Alors dis-moi la vérité. » Elle parut déstabilisée. « La vérité? À qui t'adressais-tu au téléphone hier soir? » Le sourire de Violaine s'évanouit. « Je ne téléphonais à personne, dit-elle. Tu as affirmé qu'une fois la boisson consommée, tout appartiendrait. » 2. Quelle boisson s'agit-il? Elle éclata soudain d'un rire forcé. « Voyons, Aloïs. Tu m'espionnes à présent? » Je t'ai entendu. Chi s'approcha de lui. « Écoute, je peux comprendre ton attitude. Tu es un adolescent, ton esprit est influencé par des scénarios et des fictions, mais tu te méprends à mon sujet. C'est vrai? » Elle lui toucha l'épaule. « Je ne t'en tiens pas rigueur, mais évite de tenir de tels propos à l'avenir, d'accord? Cela pourrait s'avérer préjudiciable. » Puis, elle quitta la pièce. Aloïs resta immobile, le cœur battant à tout rompre. Elle ne manifestait aucune crainte, aucune hésitation. Elle était d'une dangerosité extrême. À 2 jours de l'échéance, Aloïs était assis par terre dans sa chambre, écoutant les enregistrements en boucle. Le message était « On ne peut plus clair » et menaçant. Il se saisit de l'ordinateur de son père et y transféra les 2 fichiers audio, puis se les envoya par courriel pour s'assurer d'avoir une copie de sauvegarde. Elle pourra effacer les données du téléphone, mais elle ne pourra pas dissimuler la vérité, pensa-t-il. Il s'endormit ce soir-là avec une résolution ferme. Si elle tentait de présenter la moindre boisson à son père le jour de la réception, il mettrait lui-même un terme à la cérémonie. Même si l'assistance se moquait de lui, même si personne ne lui accordait de crédit, même si on l'expulsait de la salle, devant tout le monde, il irait jusqu'au bout. La veille du mariage fut d'un grand calme. Aloïs resta éveillée dans l'obscurité de sa chambre, pensant à sa mère, à sa voix, à son sourire et à la façon dont elle veillait sur lui. Il murmura « Maman, je t'en prie, guide-moi. J'ai peur, mais je ne peux pas laisser faire cela. » Il ferma les yeux, le cœur lourd, mais déterminé. Le lendemain, son père s'apprêtait à s'engager devant tous, sur le point d'accepter une substance mortelle masquée sous les traits de l'amour, mais Aloïs veillait. Et cette fois, il n'allait pas se contenter de chuchoter. Il s'exprimerait d'une voix forte, que chacun entendrait. Aloïs ne trouva pas le sommeil cette nuit-là. Allongé sur le dos, le regard fixé, sur le plafond, il écoutait le battement régulier de la pendule murale. Le son paraissait anormalement fort. Toute la maison semblait habitée d'une atmosphère étrange, trop calme, comme le silence qui précède la tempête. Sa chambre était plongée dans l'obscurité, mais son esprit restait en alerte. Le lendemain était le jour de la cérémonie. Violaine allait se tenir aux côtés de son père, lui prenant la main et souriant devant l'assistance. Elle feindrait de l'aimer, elle rirait, elle danserait. Et à un moment précis, elle lui présenterait une boisson. Cette boisson. Aloïs ferma les yeux avec force. Il croyait encore entendre sa voix sur la bande, froide et déterminée. Une fois la boisson consommée, tout m'appartiendra. Elle ne plaisantait pas.
Elle avait la ferme intention de mettre son projet à exécution. Lorsque le soleil se leva enfin, Aloïs était déjà debout. Il fit sa toilette, lentement, l'esprit accaparé par ses réflexions. Son cœur était lourd. Mais sa pensée restait affûtée. Il lui fallait plus d'éléments, des preuves tangibles, qu'il pourrait présenter pour convaincre son entourage sans l'ombre d'un doute. Il ne pouvait s'en remettre aux seuls enregistrements, et si on l'accusait d'avoir falsifié les bandes? Il devait la surprendre en flagrant délit ou découvrir un élément matériel incontestable. Alors qu'il achevait de se préparer, il perçut des pas dans le couloir, puis la voix de la jeune femme. « Roch, n'oublie pas que l'organisatrice arrive à 10 heures, et nous devons également valider la sélection des vins, en particulier celle dont je t'ai parlé. » Le cœur d'Aloïs manqua un battement. Une sélection particulière. C'était donc vrai. Il se rapprocha de la porte. « Mon chéri, poursuivit-elle d'un ton doucereux, je me charge des boissons. Laisse-moi faire. Repose-toi et prépare-toi pour demain. Monsieur Roch rit, je te fais confiance, ma chérie. » Aloïs ressentit un profond dégoût. Il sortit de la pièce au moment même où Violaine passait dans le couloir. Elle lui adressa un sourire chaleureux, une liste à la main. « Bonjour, mon grand. Es-tu prêt? Demain est un grand jour. » Aloïs la regarda. « Où se trouve la sélection de vin? » Ellis interrompit. « Comment? La sélection pour demain. Où l'as-tu entreposée? » Elle sia. « Oh, celle-ci est livrée aujourd'hui. » Pourquoi cette question? Il haussa les épaules. Par simple curiosité. Elle laissa échapper un léger rire. « Ne t'en fais pas, tu y goûteras demain. » Elle s'éloigna. Aloïs la suivit des yeux. Il n'accordait aucun crédit à son sourire, ni à ses manières. À la mi-journée, la maison s'anima de l'arrivée de l'organisatrice et des décorateurs. 2 livreurs entreposèrent des caisses de boissons dans le cellier à l'arrière de la propriété. Aloïs observait la scène discrètement. Il emboîta le pas à l'un des livreurs. « S'il vous plaît, monsieur, dit-il, d'où provient cette sélection? » L'homme le regarda. « C'est la jeune dame qui l'a commandée. Elle a précisé qu'il s'agissait d'une cuvée d'importation privée. » Aloïs abaissa son regard sur la caisse. Elle ne portait aucune marque distinctive, seulement une étiquette adhésive portant la mention « l'élixir des mariés ». C'était une appellation inconnue pour lui. Il prit un cliché de l'étiquette avec sa tablette, puis attendit que les livreurs s'éloignent. Lentement, il ouvrit l'une des caisses. À l'intérieur se trouvaient 10 bouteilles de verre blanc, enveloppées de papier rose. Il en saisit une délicatement pour examiner le bouchon d'étanchéité. Le flacon différait des bouteilles de vin ordinaires, aucune marque, aucune mention de l'année, aucun degré d'alcool, l'étiquette était d'une sobriété suspecte. Il prit une bouteille et la glissa dans son sac à dos. Plus tard dans l'après-midi, profitant de l'effervescence des préparatifs, Aloïs s'éclipsa pour se rendre dans une pharmacie de quartier. Il entra et se dirigea droit vers le comptoir. Le pharmacien parut surpris de voir un jeune garçon se présenter seul avec un flacon de verre blanc en main. « Bonjour, » dit Aloïs. « Bonjour, jeune homme. Que puis-je faire pour toi? S'il vous plaît, pourriez-vous analyser le contenu de cette bouteille? Je crains qu'elle ne présente un danger. » L'employé parut intrigué. « Comment? Cette boisson. Je soupçonne la présence d'une substance nocive. » Le pharmacien l'observa avec sérieux. Il se saisit du flacon, le déboucha, délicatement, et en huma le contenu. Puis il en versa un échantillon sur une bandelette de test chimique. Au bout de quelques minutes, la bandelette vira au orange prononcé. Le pharmacien laissa échapper un soupir de surprise. « Ce n'est pas du vin, » dit-il lentement. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Aloïs, la voix chevrotante. « Je ne saurais l'identifier avec précision à cet instant, mais cela contient un agent chimique puissant, une substance particulièrement amère. Ce produit n'a rien de naturel. » Le cœur d'Aloïs se serra. C'était donc toxique. « Je ne peux affirmer qu'il s'agit d'un poison mortel, mais cette boisson présente assurément un danger pour la santé. Qui a l'intention de la proposer? La fiancée de mon père, pour leur mariage demain. » Le pharmacien le dévisagea. « Tu dois impérativement en informer ton père. » Aloïs hoqua lentement la tête. « Il refuse de m'écouter. Il s'imagine que je m'oppose simplement à leur union. » L'homme soupira. « Tu fais preuve de beaucoup de courage, jeune homme. Sois très prudent. »
Je le serai, répondit Aloïs en récupérant le flacon avant de sortir. À son retour, personne ne s'était aperçu de sa brève absence, chacun étant accaparé par la décoration du parc. Il se glissa dans sa chambre, déposa le flacon dans un tiroir qu'il verrouilla, puis se saisit de sa tablette pour écouter de nouveau l'enregistrement. Une fois la boisson consommée, tout m'appartiendra. Il connecta l'appareil à l'ordinateur de son père et constitua un dossier réunissant l'enregistrement audio, le cliché du flacon et l'image de la bandelette de test. Il nomma le dossier La vérité sur Violaine, puis transféra l'ensemble sur une clé USB. S'il se produit le moindre incident, je n'aurai qu'à diffuser ces éléments, pensa-t-il. Le soir venu, ils dînèrent ensemble dans le grand salon. La table était garnie de plats raffinés. Violaine s'était installée aux côtés de M. Roche, montrant particulièrement attentionné à son égard, riant de ses moindres propos. Aloïs leur faisait face, n'omettant aucun de leurs gestes. Elle ignorait tout de ses démarches, elle ignorait qu'il détenait des preuves matérielles. « Aloïs, dit son père, tu touches à peine à tes plats. Tout va bien? Oui, tout va bien. Es-tu anxieux pour demain? » Aloïs le regarda. « Et toi, laisses-tu? » Monsieur Roche sourit. « Pourquoi le serais-je? » « Pour aucune raison particulière, répondit Aloïs. Violaine lui adressa un doux sourire. « J'ai préparé une agréable surprise pour vous deux demain. Vous allez apprécier. »« Je n'en doute pas, répondit le père. Aloïs garda le regard fixé sur elle. « J'espère simplement qu'elle ne sera pas servie dans un verre. » Elle marqua un temps d'arrêt, une fraction de seconde, avant de sourire de nouveau. « Tu as beaucoup d'humour, mon grand. » Mais Aloïs avait décelé cette hésitation. Elle avait compris qu'il l'observait. Après le repas, Aloïs regagna ses appartements et s'installa dans la pénombre. Il ressentait un mélange d'anxiété et de détermination. Et si elle découvrait le flacon? Et si elle détruisait la clé USB? Et s'il agissait trop tard? Il secoua la tête. Non, je n'agirai pas trop tard. Pas cette fois. Le lendemain était le jour de la cérémonie. Tout allait se révéler. Et si personne d'autre ne prenait la parole, il s'exprimerait lui-même. Le matin de la cérémonie se leva sous des auspices bruyants. Une musique, entraînante, s'échappait des haut-parleurs loués pour l'occasion, tandis que les premiers invités arrivaient au domaine dans de rutilantes voitures de prestige. Des décorations blanches et jaunes ornaient le parc, et des grappes de ballons flottaient au gré de la brise. Aloïs observait l'agitation depuis sa fenêtre, le regard sérieux. Tout semblait parfait, chacun paraissait heureux. Mais Aloïs connaissait la réalité qui se dissimulait derrière ses sourires de façade. Ce mariage était une mise en scène, un piège redoutable. Et si personne n'intervenait, son père s'y engagerait sans possibilité de retour. Il se prépara lentement, revêtant un pantalon sombre et une chemise blanche, impeccablement repassée. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il boutonnait son col. Il s'efforça de calmer son rythme cardiaque, mais sa poitrine restait serrée. Il glissa la clé USB dans sa poche, se saisit du flacon de verre blanc enveloppé dans un sachet scellé et le rangea soigneusement au fond de son sac à dos. Aujourd'hui, il ne se présentait pas comme un simple témoin, mais comme un opposant résolu. « Aloïs, descends, c'est l'heure des photos de famille », cria une voix. C'était l'un des photographes. Il referma son sac et quitta sa chambre. En descendant le grand escalier, son regard croisa celui de Violaine, qui se tenait près de l'entrée dans sa magnifique robe de mariée ornée de broderies dorées. Son maquillage était impeccable, son sourire radieux. « Es-tu prêt, mon grand ?» dit-elle. « Tu es très élégant. » Aloïs ne répondit rien, détournant les yeux pour rejoindre son père qui se prêtait déjà au jeu des photos avec ses invités. Monsieur Roche rayonnait de bonheur dans sa redingote sombre. Il posa une main affectueuse sur l'épaule de son fils. « Souris à l'objectif, mon garçon, » dit-il. Aloïs força un léger sourire, bien qu'il fût agité de tremblements internes. Bientôt, le parc se remplit d'invités. Les conversations, les rires et les accords de musique se mêlaient dans l'air. Les dames arboraient de superbes parures, les messieurs devisaient de complicité et les enfants s'amusaient avec les ballons. Chacun manifestait sa joie, à l'exception d'Aloïs. Il ne cessait
d'observer les moindres mouvements de la jeune femme, surveillant la table des rafraîchissements et le va-et-vient des serveurs. À l'extrémité du parc, un grand chapiteau avait été dressé, abritant des rangées de chaises blanches orientées vers une estrade d'honneur. 2 fauteuils d'apparat y prenaient place, destinés aux futurs époux. L'officier d'État civil feuilletait ses registres. Les hôtesses orientaient les convives vers tout leur place. Tout était prêt. La cérémonie allait débuter. C'est alors que l'animateur prit le micro. « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir nos futurs époux. » Des applaudissements retentirent. Monsieur Roche et Violaine s'avancèrent main dans la main, saluant l'assistance sous les flashs des appareils. Aloïs leur emboîta le pas en silence, les mains dans ses poches, crispées sur la clé USB. L'assistance prit place alors que l'officier d'état civil s'adressait à la foule. « Nous sommes réunis en ce jour d'exception pour célébrer l'union de Monsieur Roch et de Mademoiselle La Violaine. » De nouveaux applaudissements retentirent. L'officier poursuivit son allocution, mais Aloïs n'y prêtait aucune attention. Ses yeux ne quittaient pas la table des boissons. Sur le côté de l'estrade, un serveur disposa délicatement un plateau d'argent portant 2 verres de cristal, l'un contenait un vin rouge ambré, l'autre une boisson plus claire. Violaine jeta un coup d'œil vers le plateau, puis murmura quelques mots à l'attention du serveur qui s'éloigna en inclinant la tête. Aloïs suivit le serveur des yeux. Quelque chose de suspect se tramait. L'officier d'état civil poursuivit sa formule rituelle. Si quelqu'un ici, présent s'oppose à cette union pour un motif légitime, qu'il s'exprime à cet instant ou se taise à jamais. Le silence se fit, les invités souriaient. Personne ne bougea. Le cœur d'Aloïs battait à tout rompre. Il entr'ouvrit la bouche, puis la referma. Pas encore. L'instant n'était pas venu. Il observa le visage de son père, rayonnant de bonheur, puis celui de Violaine, souriante. Mais sa main se dirigeait déjà vers le plateau des boissons. Aloïs plissa les yeux. La cérémonie suivit son cours. L'officier les invita à échanger leur consentement. Monsieur Roche s'exprima le premier, le regard brillant, d'affection. « Je promets de t'aimer, de te choyer et de te soutenir tout long de notre existence. » L'assistance applaudit. Puis ce fut au tour de Violaine. « Je promets de me tenir à tes côtés, de faire de ton foyer le mien, de partager tes joies comme tes peines. » Certaines dames en furent émues. « Quelle sensibilité !» murmura une invitée, mais Aloïs était sourd à ces marques d'affection feinte. Enfin, l'officier déclara. Avant de procéder à l'échange des alliances, la mariée a souhaité porter un toast d'union d'exception avec son époux, symbole de leur engagement mutuel. Aloïs se redressa sur son siège. L'instant était venu. Violaine se saisit du verre, contenant la boisson claire à 2 mains. « Cette boisson, dit-elle doucement, est à l'image de notre relation. Douce, sincère et forte. Je tiens à la partager avec l'homme qui a su conquérir mon cœur. » Elle sourit à Monsieur Roche et lui présenta le verre. L'assistance manifesta sa joie. Aloïs fit un pas vers l'estrade. Son père s'apprêtait à porter le verre à ses lèvres. C'est alors qu'Aloïs s'écria d'une voix forte. « Papa, arrête. Ne bois pas. » Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers le jeune garçon qui s'avançait rapidement sur l'estrade, le visage tendu de grâce. « Détermination. Ne bois pas, papa. Je t'en supplie. Cette boisson contient une substance nocive. » Les invités s'agitaient, l'incompréhension se lisant sur les visages. L'animateur parut déconcerté. L'officier d'état civil recula d'un pas. Violaine força un rire nerveux. « Voyons, Aloïs, ce genre de plaisanterie est déplacé. »« Je ne plaisante pas, » cria Aloïs d'une voix forte. « Je détiens les preuves. » Il sortit la clé USB de sa poche et la brandit devant l'assistance. « J'ai enregistré ces conversations téléphoniques. J'ai fait analyser cette boisson. » Elle a déclaré. « Une fois la boisson consommée, tout m'appartiendra. » Elle l'a dit elle-même. « Aloïs, cesse ses enfantillages, » intervint son père. « C'est une célébration de mariage, pas une fiction. » Mais Aloïs tremblait de conviction. Il sortit le flacon de son sac et le brandit devant tous. « Voici la bouteille qu'elle a fait livrer en secret. Ce n'est pas du vin ordinaire. Les analyses confirment la présence d'une substance chimique
Il regarda son père, les yeux pleins de larmes. « Je t'en prie, papa, crois-moi. » L'atmosphère n'était plus aux réjouissances. Certains invités se levèrent. Une voix s'écria. « Faites écouter cet enregistrement. » « Oui, nous voulons entendre. » Aloïs tendit la clé USB à l'animateur, qui l'inséra rapidement dans le système de sonorisation de la réception. Un silence pesant s'établit alors que la voix de la jeune femme résonnait distinctement dans les haut-parleurs. « Une fois qu'il l'aura bu, tout sera à nous. »« Oui, j'ai tout préparé. Ne commets aucune erreur cette fois. » Puis une seconde bande retentit. « C'est moi qui l'épouse, pas toi. Alors ne m'appelle plus durant la nuit. Tu risques de tout gâcher. Laisse-moi gérer la situation. » Le silence se fit de plomb dans le parc. Puis, les premiers murmures d'indignation s'élevèrent. « C'est inouï. Elle a tout planifié. Elle avait un complice. » Tous les regards se tournèrent vers Violaine. Elle tremblait. Elle laissa échapper son verre et recula. Monsieur Roch la dévisagea, blafard. Violaine. Est-ce la vérité? Elle ouvrit la bouche, la referma, tentant vainement d'esquisser un sourire de circonstance. « Mon chéri, je peux t'expliquer. » Aloïs s'interposa devant son père. « Non, papa. Elle ne peut rien justifier. Elle a failli t'empoisonner. » Monsieur Roch était livide. Il se laissa glisser lentement sur son fauteuil d'apparat. L'officier d'état civil s'éloigna de l'estrade. Violaine fit marche arrière, puis prit soudainement la fuite, bousculant les invités. « Arrêtez-la » cria un convive. Mais elle se frayait déjà un chemin à travers la foule. Un homme tenta de lui barrer la route, elle le repoussa et poursuivit sa course. Un autre l'agrippa fermement par le bras. « Lâchez-moi » hurla-t-elle. « Appelez la gendarmerie » s'écria une invitée. « C'est un acte criminel. » Monsieur Roch se redressa avec peine, les mains agitées de tremblement. « Que l'on prévienne les forces de l'ordre, s'il vous plaît. » Aloïs se tenait près de lui, immobile et silencieux, mais sa poitrine se soulevait au rythme d'une respiration rapide. Quelques minutes plus tard, les sirènes retentirent dans le lointain. 2 véhicules de gendarmerie pénétrèrent dans la propriété. Les militaires prirent position et passèrent les menottes à Violaine, qui s'exclamait en pleurant « C'est lui qui m'a poussé à agir. Ce n'était pas mon idée, je vous le jure. » L'un des gendarmes s'enquit. « Qui est cet individu? » Elle resta silencieuse. L'officier se tourna vers Monsieur Roch. « Monsieur, souhaitez-vous déposer plainte? » Monsieur Roch posa son regard sur elle, puis sur son fils. Il hocha lentement la seat bar. Tête. « Oui. Emmenez-la. » Alors que les militaires la conduisaient vers leur véhicule, l'assistance restait plongée dans la stupeur. La célébration était terminée, mais une vie venait d'être préservée grâce à la vigilance d'un adolescent de 13 ans qui avait refusé de se taire et d'ignorer le danger. Monsieur Roch se prit la tête entre les mains, terrassé par la réalité. Aloïs restait à ses côtés, ne sachant que dire. Son père releva la tête pour à regarder. « Je te demande pardon, » dit-il doucement. « J'aurais dû te prêter l'oreille. » Les yeux d'Aloïs s'emplirent de larmes. « Je ne souhaitais pas gâcher ta journée. Papa, je voulais simplement te protéger. » Monsieur Roch le serra étroitement contre lui. « Tu m'as sauvé la vie, mon garçon. C'est tout ce qui importe. » Aloïs était assis aux côtés de son père sous le chapiteau désormais désert de la Praise. Réception. Les compositions florales ornaient encore les tables, l'estrade restait éclairée, et les chaises alignées en rangées serrées. Mais la musique s'était tue, les convives s'étaient dispersés, et toute trace de réjouissance s'était évanouie, laissant place à un silence pesant. Monsieur Roch n'avait plus prononcé une parole depuis le départ des forces de l'ordre. Ses yeux étaient injectés de sang, ses traits tirés, ses épaules, affaissées sous le poids de la déception. Aloïs restait silencieux à ses côtés, les mains jointes sur ses genoux. Il ne s'estimait pas glorieux. Il avait simplement le sentiment d'avoir préservé son père du pire en lui brisant le cœur. Mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Quelques militaires s'affairaient encore dans la demeure, procédant à des constatations, prenant des clichés et consignant des déclarations. L'un d'eux s'était saisi du flacon de verre blanc pour le soumettre à des analyses approfondies, tandis qu'un autre récupérait la clé USB d'Aloïs. L'officier en charge de l'enquête, un homme d'une stature imposante au ton posé, sortit de la demeure pour s'approcher de l'estrade. Son insigne indiquait son
Grade. Adjudant-chef Delmas. Il s'adressa à Monsieur Roche. Monsieur, je mesure la difficulté de la situation, mais devez-vous m'accorder quelques instants? Monsieur Roche acquiesça lentement. Oui. Aloïs se leva également. Je tiens à assister à l'entretien. L'adjudant-chef Delmas le regarda avec considération et hocha la tête. C'est légitime. Ils se retirèrent dans un angle plus tranquille du parc, loin de l'agitation de la demeure. Le bruit de la circulation s'était estompé, laissant place au chant des oiseaux. L'adjudant-chef Delmas se racla la gorge. Tout d'abord, je tiens à saluer ton discernement, jeune homme. Ton initiative requérait de la résolution. Aloïs ne répondit rien, fixant l'officier de ses yeux fatigués. Monsieur Roche s'exprima d'une voix sourde. Je n'ai rien soupçonné. J'accordais une confiance absolue à cette femme. L'adjudant-chef ouvrit son carnet de notes. Nous procédons à l'analyse des bandes audio. Nos services ont également examiné le contenu du flacon saisi par votre fils. Les premières constatations révèlent la présence d'un agent chimique particulièrement nocif, un sédatif puissant qui, combiné à de l'alcool, peut plonger un individu dans une léthargie profonde de plusieurs heures. À dose plus élevée, cette substance peut induire un coma ou un arrêt cardiaque. Monsieur Roche sia, incrédule. Elle avait réellement l'intention de. L'officier le regarda avec gravité. Oui. Cette boisson était destinée à vous nuire, voire à provoquer votre perte. Un nouveau silence s'établit. Monsieur Roche serra les dents. Mais pour quel motif? Pourquoi s'en prendre à moi de la sorte? Aloïs intervint. Elle l'a formulé sur la bande, papa. Elle convoitait ton patrimoine, la maison, l'entreprise, la fortune. Je l'aimais, murmura Monsieur Roche. Je m'apprêtais à m'engager devant tous, et elle planifiait ma perte. Son père baissa la tête de douleur. Après un temps d'arrêt, l'adjudant-chef Delmas s'enquit. Monsieur, la jeune femme n'a-t-elle jamais évoqué un individu prénommé Rodolphe? Monsieur Roche releva lentement la tête. Rodolphe? Oui. Sur les enregistrements, elle s'adresse à un correspondant en l'appelant par ce prénom. Elle l'implique directement dans son projet. Monsieur Roche secoua la tête. Non, ce prénom ne m'évoque rien. Elle ne m'a jamais parlé d'un tel individu. Aloïs prit la parole. Elle lui intimait l'ordre de ne pas la contacter durant toute la nuit. Elle précisait qu'il partagerait les gains, avant de se raviser et d'affirmer qu'elle conserverait la totalité. L'adjudant-chef Delmas acquiesça. Ces éléments confirment qu'elle ne agissait pas seule. Monsieur Roche fronça les sourcils. Vous suggérez la présence d'un complice? C'est notre hypothèse, répondit Delmas. Un individu impliqué dans l'élaboration du projet qui lui aurait fourni la substance chimique ou assisté dans la falsification des flacons. Aloïs regarda son père. C'est bien pour cela que je tenais à ce que tu m'écoutes. Elle dissimulait sa véritable situation. Monsieur Roche lui toucha affectueusement le bras. Tu avais vu juste. Je te demande pardon de ne pas t'avoir cru. C'est alors qu'un gendarme s'approcha de l'adjudant-chef Delmas pour lui murmurer quelques mots à l'oreille. Delmas acquiesça et se tourna vers eux. Nos services ont découvert un nouvel élément. De quoi s'agit-il? S'enquit Monsieur Roche. Le gendarme lui présenta un sachet scellé contenant un téléphone mobile de modèle ancien. Cet appareil a été retrouvé dans les effets personnels de la Bertrand, jeune femme lors de sa fouille. Il s'agit d'un téléphone prépayé, distinct de son appareil habituel. Monsieur Roche écarquilla les yeux. Elle disposait d'un second téléphone. Oui. Et cet appareil contient des messages échangés avec un correspondant enregistré sous le nom de Rodolphe. Leurs échanges s'étendent sur plusieurs semaines. Bien que la plupart des messages aient été effacés, nos techniciens ont pu en restaurer quelques-uns. Aloïs se pencha. Que contenaient ces messages? L'adjudant-chef consulta ses notes et lut « Veille à ce qu'il consomme la boisson devant l'assistance, afin d'écarter tout soupçon à ton encontre. » 1. Autre message précisait « N'oublie pas de lui faire paraffer les documents au préalable. » Monsieur Roche parut déconcerté. « Des documents? De quels documents s'agit-il? » Aloïs plissa les yeux. « T'a-t-elle soumis des documents à signer récemment? » Monsieur Roche réfléchit un instant. « Elle m'a demandé de paraffer des documents administratifs la veille. »
prétextant des formalités d'enregistrement civil pour le mariage. L'adjudant-chef prit un air grave. Nous devrons examiner ces documents, Monsieur Roche. Il est probable qu'il ne s'agissait pas de simples formalités civiles, mais d'un acte de cession de biens ou de part de votre entreprise. Monsieur Roche resta sans voix. Elle planifiait de me dépouiller avant de m'éliminer. Son intérêt pour vous n'avait rien de sentimental, Monsieur Roche, dit calmement Delmas. Elle convoitait votre patrimoine. Le silence retomba sur le groupe. Puis Aloïs s'enquit. Qu'advient-il à présent? L'adjudant-chef referma son carnet. Nos services s'emploient à localiser cet individu prénommé Rodolphe. Dès qu'elle acceptera de s'exprimer, nous en saurons davantage. Et si elle refuse de coopérer? Demanda Aloïs. Elle finira par s'exprimer, répondit Delmas. Ce genre d'individu se résigne rapidement lorsqu'il réalise que son complice l'a abandonné à son sort. Monsieur Roche soupira profondément. J'ai encore du mal à concevoir la réalité de ses agissements. Aloïs lui serra la main. Tout est fini à présent. Son père le regarda avec affection. Grâce à toi. Ce soir-là, la propriété avait retrouvé son calme habituel. Les chaises avaient été enlevées, les décorations rangées. Seuls quelques ballons flottaient encore, dans le parc, à demi dégonflés et agités par la brise. Aloïs s'était installé sur le canapé du salon, enveloppé dans une couverture. Il ressentait une immense fatigue. Monsieur Roche entra lentement et s'assit à ses côtés. « J'ai annulé toutes les réservations, dit-il doucement. Nous restons ici. » Aloïs le regarda. « C'est une sage décision. » Monsieur Roche posa son regard sur son fils. « Tu sais, je m'imaginais que tu montrais simplement difficile, que tu t'opposais à ma reconstruction. » « Je souhaitais ta reconstruction, papa, dit doucement Aloïs, mais je ne j'ose d'air. Voulais pas que tu t'engages dans une voie dangereuse. » Son père hocha lentement la tête. « Je crains de peiner à accorder ma confiance à quiconque à l'avenir, confia-t-il. » Aloïs se redressa. « Rien ne presse, papa. » Monsieur Roche esquissa un faible sourire. « C'est toi qui t'exprimes comme l'adulte à présent. » Aloïs haussa les épaules. « Les circonstances m'y ont contraint, sans doute. » Son père le serra contre lui. « Merci de m'avoir sauvé la vie, mon garçon. » Aloïs s'appuya contre son épaule. « Merci de m'avoir enfin écouté. » Le lendemain, l'adjudant-chef Delmas se présenta de nouveau à la demeure pour leur faire part des derniers développements de l'enquête. Ils s'installèrent dans la salle à manger. Les analyses complémentaires confirment la présence d'une substance hautement toxique dans la bouteille saisie par votre fils, dit-il en déposant un rapport sur la table. Il s'agit d'un puissant sédatif détourné de son usage médical. Quels en sont les effets? S'enquit Monsieur Roche. À faible dose, il induit une léthargie profonde. À forte dose, il altère les fonctions respiratoires. Combiné à de l'alcool, il peut provoquer un arrêt cardiaque. Monsieur Roche déglutit. Son intention n'était pas seulement de s'emparer de vos biens, Monsieur Roche. Elle était disposée à attenter à vos jours pour y parvenir. Aloïs regarda son père. C'est bien pour cela que je devais intervenir. Delmas poursuivit. Nos services ont identifié le titulaire de la ligne. Prépayé. Il s'agit d'un dénommé Rodolphe Vasseur, âgé de 35 ans, résident à Orléans. Il est connu de nos services pour des faits d'escroquerie et d'usurpation d'identité. Nous nous employons à le localiser. Monsieur Roche s'adossa à sa chaise. Elle était donc associée à un repris de justice. C'est très probable, sans doute son compagnon officiel, ajouta l'officier. Les yeux d'Aloïs s'agrandirent d'étonnement. Son compagnon? Delmas acquiesça. Il est possible qu'ils soient officiellement unis. Nos services vérifient l'état civil. Monsieur Roche posa ses mains sur la table. Si elle était déjà unie à cet homme, toute cette cérémonie n'était qu'une imposture. Elle l'était dès le départ, dit doucement Aloïs. Le soir venu, quelques proches de la famille se présentèrent à la demeure. Ils s'installèrent avec Monsieur Roche, exprimant leur perplexité et leur indignation face aux révélations de l'affaire. L'un d'eux, l'oncle Gatien, s'adressa à Aloïs. « Tu as fait preuve d'une grande clairvoyance, Aloïs. Peu d'adultes auraient eu la présence d'esprit d'agir. Ainsi, Aloïs baissa les yeux, intimidé. L'oncle Gatien poursuivit. « Ton père a beaucoup de chance de t'avoir à ses côtés. » Monsieur Roche posa une main affectueuse sur l'épaule de son fils. « J'en suis pleinement conscient.
Un autre proche demanda « Allez-vous maintenir votre plainte ?» Monsieur Roche acquiesça fermement. Oui. Elle doit répondre de ses actes devant la justice. Si nous n'agissons pas, elle reproduira ses agissements avec autres. Chacun approuva sa décision. Cette nuit-là, alors qu'Aloïs s'apprêtait à se coucher, son père se présenta sur le pas de sa porte. « Bonne nuit, mon garçon. »« Bonne nuit, papa. » Monsieur Roche hésita un instant, puis entra pour s'asseoir sur le bord du lit. « Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je tiens à réitérer ma gratitude. » Aloïs sourit. « Tu me l'as déjà beaucoup dit. »« Je le pense sincèrement, » reprit son père. « J'ai failli accorder ma confiance à une personne malfaisante, au détriment de l'unique personne qui veillait réellement sur moi. » Aloïs le regarda avec affection. « Je ne t'en tiens pas rigueur. » Monsieur Roche se pencha pour le serrer fort contre lui. « Je t'aime, mon fils. »« Je t'aime aussi, papa. » Au dehors, la brise nocturne agitait doucement les feuilles des arbres sous un ciel étoilé. La demeure avait retrouvé sa sérénité, car un adolescent avait refusé de se taire et d'ignorer le danger, sa seule voix ayant permis de préserver l'essentiel. La cellule de l'hôtel de police était froide et silencieuse. Violaine y était, assise seule sur le banc de bois, les mains entravées. Son maquillage avait coulé, ses cheveux, apprêtés avec tant d'art la veille pour la cérémonie, étaient désormais ébouriffés. Ses bijoux lui avaient été retirés. Elle ne présentait plus l'allure de la superbe mariée de la veille, mais celle d'une femme confondue par les faits, et elle en avait pleinement conscience. Un bruit de pas résonna dans le couloir, provoquant sa crispation. La porte de la cellule s'ouvrit. L'adjudant-chef Delmas entra d'un pas tranquille, un dossier sous le bras. Il referma la porte derrière lui, prit place sur une chaise métallique en face d'elle et posa le dossier sur la table. Violaine garda les yeux baissés. « Bonjour » dit l'officier. Elle ne répondit rien. « Je constate que vous n'êtes pas disposé à dialoguer, » poursuivit-il doucement. « C'est sans importance. Les faits parlent d'eux-mêmes, nous disposons d'éléments probants. » Elle leva enfin les yeux, le regard fatigué et rougi. « Qu'attendez-vous de moi ?»« La vérité, » répondit Delmas. « Et vous allez me la livrer aujourd'hui. » À la demeure, Aloïs et son père s'étaient installés dans la cuisine. Une odeur d'infusion de plantes se propageait dans la pièce, bien qu'aucun d'eux n'y toucha. Monsieur Roche tenait en main l'édition locale du quotidien régional. Le titre s'étalait en première page. Un projet criminel déjoué le jour des noces, la fiancée du chef d'entreprise interpellée. Le cliché présentait Aloïs debout, devant l'assistance, la main levée pour interrompre la cérémonie. Aloïs soupira en observant l'image. « J'ai encore du mal à réaliser que tous ces gens lui manifestaient de la sympathie, et moi le premier. J'ai bien cru que ce jour serait parfait. » Monsieur Roche referma le quotidien et le posa sur la table. « Je me suis laissé abuser. J'ai manqué de discernement. C'est impardonnable. Tu lui accordais ta confiance, » dit doucement Aloïs. « Ce n'est pas répréhensible. » Son père hocha la tête. La déception est douloureuse malgré tout. On frappa à la porte de la demeure. Monsieur Roche se leva pour ouvrir. L'adjudant-chef Delmas entra d'un pas sérieux. « Nous avons engagé son interrogatoire, » dit-il en s'installant dans le salon. « A-t-elle fait des aveux ?» s'enquit Monsieur Roche. « Oui, » répondit l'officier. « Elle admet que la boisson contenait une substance nocive. Elle prétend se l'être procurée auprès du dénommé Rodolphe. » Aloïs rejoignit la pièce. Elle a donc avoué. Delmas acquiesça. Oui. Ces déclarations confirment l'implication de cet individu. Monsieur Roche s'assit. A-t-elle précisé la nature de leur relation? Elle affirme qu'il s'agit d'un ancien compagnon, mais nos investigations nous laissent présager une autre réalité. Laquelle? Demanda Aloïs. L'adjudant-chef prit un air grave. Il est probable qu'ils soient officiellement unis. Nous avons découvert un cliché d'eux datant de 2 ans, s'apparentant à une cérémonie d'union traditionnelle. La surprise se lut sur les traits de Monsieur Roche. Elle était déjà mariée à cet homme. C'est l'hypothèse la plus probable, bien qu'elle s'en défende à cet instant, prétendant qu'il n'était que partenaire d'affaires. Nos services procèdent aux vérifications d'état civil. Aloïs serra les poings. Elle a menti sur toute sa situation. Son père hocha lentement la tête. Absolument tout. De retour à la gendarmerie, Delmas reprit l'interrogatoire. Il fit glisser un cliché imprimé sur la table. L'image montrait Rodolphe et Violaine côte à côte.
lors d'une fête traditionnelle, souriants et complices. Violaine contempla le cliché en silence. « Qui est cet individu » s'enquit Delmas. Elle ne répondit rien. « Je vous pose la question pour la forme. Nos services l'ont déjà identifié. » Ses lèvres se crispèrent. « C'est une histoire ancienne. Étiez-vous officiellement unis » Elle baissa les yeux. « Oui. » Delmas consigna la réponse. « En avez-vous informé Monsieur Roche ?»« Non. » « Pour quel motif ?» Elle leva lentement les yeux. « Parce que cette union était une impasse. Et attenter à la vie de Monsieur Roche était votre solution. » Sa voix chevrota. Les choses ne devaient pas prendre cette tournure. Quelle tournure devait-elle prendre alors? Elle ne trouva rien à répondre. Pendant ce temps, dans ses appartements, Aloïs était installé devant l'ordinateur, son casque sur les oreilles, visionnant les enregistrements, vidéo de l'événement transmis par les enquêteurs. Il vit l'instant précis où Violaine remettait le flacon de verre blanc au serveur. Il fit un arrêt sur image, zooma sur sa main, ses traits, son sourire de circonstance. « Elle l'a fait », murmura-t-il pour lui-même. Il observa son reflet sur l'écran sombre. Son cœur était lourd, sa gorge serrée. Il avait déjoué ses plans, il avait préservé son père, mais il n'éprouvait aucune satisfaction. Seulement de la tristesse face à tant de duplicité entrée si facilement dans leur existence. En fin de journée, l'adjudant-chef Delmas se présenta de nouveau pour leur faire part des derniers développements. « Ces aveux se précisent, dit-il. Leur projet était élaboré de longue date. Monsieur Roche l'invita à poursuivre. Quels étaient leurs plans précis? Ils visaient à capter votre confiance dans un premier temps. Lors de la cérémonie, elle devait vous proposer la boisson contenant le sédatif. Le dénommé Rodolphe devait intervenir par la suite, feignant d'être un ami de la famille venu vous assister pour vous conduire à l'hôpital. Et qu'avait-il prévu d'y faire? S'enquit Aloïs. Il planifiait de vous écarter définitivement. Profitant de votre inconscience, le complice devait produire de fausses pièces administratives, organiser le transfert de vos propriétés et détourner vos avoirs. Monsieur Roche en fut horrifié. Tout cela à la faveur d'une célébration de mariage. Il vous pensait sans défense, Monsieur Roche, dit calmement l'officier. Aloïs murmura. Il n'avait pas prévu mon intervention. Non, répondit Delmas, il ne l'avait pas prévu. Le lendemain, Violaine finit par livrer l'intégralité de ses aveux au enquêteur. Elle pleura, supplia, tenta de minimiser sa responsabilité, mais, face aux éléments matériels, elle dut se résigner. « Il m'avait promis que nous quitterions le pays », murmura-t-elle, les bras croisés. Il affirmait que nous nous emparerions de sa fortune et partirions. « De qui parlez-vous? Du dénommé Rodolphe » s'enquit Delmas. Elle hocha la tête. « Éprouviez-vous des sentiments pour lui » Elle essuya ses larmes. « Je le pensais. Pensez-vous qu'il vous estimait » Elle détourna les yeux, sans répondre. « Il s'est servi de vous » poursuivit Delmas, « et il demeure introuvable à cet instant. » Elle renifla. « Où se trouve-t-il » Nos services s'emploient à le localiser. Monsieur Roche ouvrit un tiroir de son bureau dans ses appartements. Il y découvrit le coffret contenant les alliances. Il en saisit une, la contempla longuement avant de la reposer délicatement. Aloïs se tenait sur le pas de la porte. « Tout va bien, papa » Monsieur Roche se tourna lentement vers lui. « Je l'ignore. C'est compréhensible de ressentir de la tristesse. » Son père s'approcha de lui. « Je me sens stupide d'avoir été si crédule. »« Ce n'est pas le cas, » répondit Aloïs. « Elle est entrée dans notre vie avec beaucoup d'habileté. Tu as su faire preuve de discernement, » dit son père en le regardant. « Tu as perçu l'anomalie. Tu ne t'es pas laissé abuser. » Aloïs esquissa un mince sourire. « J'ai simplement observé ce que les autres préféraient ignorer. » Monsieur Roche le serra fort dans ses bras. « Tu es mon sauveur. » Ce soir-là, l'édition d'information régionale relatait le placement en garde à vue de Violaine. Son visage était dissimulé sous une capuche. Le journaliste précisait que l'enquête se poursuivait activement pour localiser son complice, Rodolphe Vasseur, suspecté d'être l'instigateur de cette machination criminelle, visant Monsieur Roche. Aloïs et son père suivirent la retransmission ensemble. Elle s'imaginait l'emporter, dit doucement Aloïs. La vérité s'est imposée, répondit son père. La journée débuta sous des auspices paisibles. Le soleil se leva doucement sur la demeure, baignant le parc d'une lueur agréable. Tout semblait calme. Mais à l'intérieur,
Aloïs savait que la situation restait sérieuse. Il se tenait près de l'évier de la cuisine, nettoyant sa tasse après son thé. Il s'était montré réservé depuis la veille, l'esprit accaparé par ses pensées. Monsieur Roche entra dans la pièce, son téléphone en main. « Aloïs, dit-il doucement. L'adjudant-chef Delmas vient de me contacter. » Aloïs se retourna lentement. « Ont-ils localisé Rodolphe ?» Son père hocha la tête. Ses mouvements ont été retracés. Il pense qu'il s'est réfugié dans un hôtel d'Orléans. Il a commis l'imprudence d'utiliser l'une de ses anciennes puces de téléphone pour effectuer sa réservation. Le cœur d'Aloïs s'accéléra. Qu'ont-ils l'intention de faire? Son père s'assit à la table. Delmas et son équipe se dirigent sur place à cet instant. Il s'emploie à l'interpeller aujourd'hui. Aloïs reposa délicatement sa tasse. J'espère qu'ils parviendront à l'appréhender. Cet homme ne doit pas rester en liberté après les agissements qu'il a planifiés. Monsieur Roche posa sur son fils un regard plein d'affection. Tu fais preuve d'une grande maturité. Je souhaite simplement éviter qu'ils ne reproduisent leurs agissements avec une autre famille, dit doucement Aloïs. Moi de même, répondit son père. Et à l'avenir, je me montrerai bien plus attentif. Dans sa modeste chambre d'hôtel d'Orléans, Rodolphe consultait les actualités locales sur son téléphone, l'esprit inquiet. Les gros titres défilaient, projets d'empoisonnement déjoué le jour des noces. La fiancée interpellée. 1. Adolescent de 13 ans fait échec à une machination criminelle. Il jura à mi-voix et jeta l'appareil sur le lit, arpentant la pièce avec nervosité. Elle a tout gâché, marmonna-t-il, furieux. Se faire confondre par un gamin. Chaque passage de véhicule dans la rue le faisait tressaillir, le moindre bruit le mettait sur le qui-vive. Il n'accordait plus sa confiance à personne, pas même au réceptionniste de l'établissement. Un sac de voyage était posé sur la chaise, contenant des espèces, 2 fausses pièces d'identité et un passeport, d'emprunt qu'il comptait utiliser pour quitter le territoire. Mais ses chances de réussite s'amenuisaient de minute en minute. À la gendarmerie, l'adjudant-chef Delmas et ses hommes s'étaient mis en route. L'utilisation de la puce de téléphone avait permis de localiser précisément l'établissement d'Orléans. Le visage de l'occupant, capté par la vidéosurveillance de l'hôtel, correspondait au signalement de Rodolphe Vasseur. Nous interviendrons en toute discrétion, dit Delmas à ses hommes dans le véhicule. Aucun bruit. Aucune sommation préalable. Cet individu est sur ses gardes. La moindre alerte, et il s'évanouira dans la nature. Les militaires acquiescèrent. Pendant ce temps, dans sa cellule, Violaine restait prostrée, le regard vague, les mains agitées de légers tremblements. Elle n'avait plus de nouvelles d'eux. Rodolphe depuis plusieurs jours. Son dernier message vocal l'enjoignait à garder le silence, affirmant qu'il gérait la situation. Mais elle comprenait désormais qu'il l'avait abandonné pour préserver sa propre liberté. À 12h45, le véhicule de gendarmerie s'immobilisa devant l'hôtel d'Orléans. L'adjudant-chef Delmas descendit, le regard sérieux. D'un geste discret, il invita ses hommes à se répartir autour des accès du bâtiment, puis pénétra dans le hall d'accueil. « Bonjour », dit-il calmement au réceptionniste en présentant sa carte. « Nous recherchons un occupant de l'établissement, installé dans la chambre 6 depuis 3 jours. Quel nom a-t-il fourni ?» L'employé sia. Il s'est enregistré sous l'identité de M. Vasseur. Est-il sorti aujourd'hui? Non, il est resté confiné dans sa chambre depuis ce matin, sollicitant simplement la livraison d'une bouteille d'eau. Delmas hocha la tête. Bien. Restez calme, nous gérons la situation. D'un signe convenu, les gendarmes gravirent les marches de l'escalier en silence. Delmas se posta devant la porte de la chambre 6. Il frappa. Service de chambre. Aucune réponse. Il frappa de nouveau. « Monsieur, je vous apporte votre commande. » Un léger frottement se fit entendre à l'intérieur, suivi du bruit d'un verrou qui glisse. Dès que la porte s'entr'ouvrit, Delmas la poussa vigoureusement, s'introduisant dans la pièce. « Gendarmerie. » Ne bougez plus. Rodolphe recula de stupeur, les mains à mi-hauteur. « Que se passe-t-il? » « C'est une erreur. Vous êtes placé en état d'arrestation pour complicité de tentative de meurtre, escroquerie et association de malfaiteurs, déclara Delmas, tandis que ses hommes lui passaient les menottes. Vous avez le droit de garder le silence. Rodolphe serra les dents. Je sollicite l'assistance d'un avocat.
Vous en aurez assurément besoin, répliqua l'officier. En fin de journée, le téléphone de M. Roche vibra de nouveau. Il décrocha rapidement. Roche, ici l'adjudant-chef Delmas. Nous l'avons interpellé. M. Roche se redressa. Il est sous les verrous? Oui. Nos services l'ont appréhendé dans son hôtel d'Orléans. Il a tenté de nier son implication dans un premier temps. Mais les éléments matériels en notre possession confirment sa culpabilité. M. Roche se tourna vers Aloïs qui l'observait avec attention. Ils l'ont arrêté, dit-il avec soulagement. Aloïs prit une profonde inspiration. C'est une excellente nouvelle. Delmas ajouta. Nous le présentons devant le parquet d'ici demain pour la Casanton. Notification des charges. Je vous recontacterai. Je vous remercie pour vos démarches, adjudant-chef. C'est à votre fils qu'en revient le mérite, monsieur Roche, répondit l'officier. Le lendemain, Rodolphe faisait face à Delmas dans le bureau des interrogatoires, les mains entravées, le regard mécontent. « Laissez-moi deviner, » commença Delmas. « Vous n'avez rien planifié, elle a agi, de sa propre initiative. » C'est cela? L'homme garda le silence. « Nous disposons de vos messages, de vos appels, de la substance chimique et de l'ensemble des éléments matériels. » Rodolphe haussa les épaules. C'est elle qui était présente à ses côtés, pas moi. Vous lui avez fourni la substance, répliqua l'officier. Vous lui dictiez ça. Conduite? Vous l'avez guidée pas à pas. Elle était demandeuse, dit Rodolphe avec cynisme. Elle refusait sa condition. Modeste, elle convoitait sa fortune. Et vous lui aviez promis de vous y associer, dit Delmas. Vous prétendiez l'épouser par la suite et quitter le pays. Elle y a cru. L'homme détourna le regard. Votre projet a été déjoué par un adolescent de 13 ans, conclut Delmas. Cela doit s'avérer particulièrement frustrant. Puis il se leva. À la demeure, Aloïs ouvrit son carnet personnel sur une page blanche. Ilides consigna ses réflexions. Ce que j'ai appris de cette épreuve. 1. Observer les gens avec attention. Un sourire flatteur peut masquer de sombres intentions. 2. S'exprimer fermement, même si l'on se heurte à l'incrédulité. 3. L'affection ne se manifeste pas toujours par de grandes déclarations. Elle réside parfois dans la vigilance. 4. Accorder sa confiance à son intuition, même au risque de déplaire. Monsieur Roche entra dans la pièce et aperçut le carnet. « Tu rédiges tes impressions? » « Oui, » répondit Aloïs. « Je consigne ce que je ressens. » Son père s'assit à ses côtés. « J'ai moi aussi réfléchi à l'avenir. » « À quel sujet? » »« À notre façon de vivre. Je souhaite modifier nos habitudes, ne plus agir avec précipitation ni accorder ma confiance à la légère. Nous prenons notre temps, papa, dit doucement Aloïs. Nous sommes ensemble. Monsieur Roche lui sourit. Oui, nous le sommes. En fin de journée, les actualités télévisées confirmèrent l'interpellation de Rodolphe Vasseur, présenté comme le complice officiel de Violaine dans cette machination criminelle visant Monsieur Roche. Les journalistes saluaient le discernement du jeune garçon de 13 ans, dont l'intervention avait permis de faire échec au projet. Aloïs et son père contemplèrent l'écran en silence. Elle s'imaginait l'emporter, dit Aloïs. La justice s'est prononcée, répondit son père. La salle d'audience du tribunal de grande instance était comble. Un bourdonnement de conversation agitait l'assistance, les curieux et les journalistes s'étant déplacés en nombre à la faveur des révélations de l'affaire. Certains s'enquéraient de l'adolescent qui avait fait échec à la proie. Machination criminelle. Aloïs était installé aux côtés de son père sur l'un des bancs d'audience, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre. Ses mains restaient jointes sur ses genoux. Monsieur Roche, en costume sombre, conservait une attitude digne, le regard fixé vers le tribunal et l'emplacement réservé aux accusés. Les portes s'ouvrirent et les prévenus furent introduits sous bonne garde. Violaine et Rodolphe. Violaine paraissait affaiblie, le teint blafard, vêtue d'une tenue d'une grande sobriété, dépourvue de ses bijoux habituels. Son visage trahissait la honte, la défaite. Rodolphe, quant à lui, conservait une attitude rigide, le regard mécontent, manifestant une apparente indifférence malgré une évidente nervosité. Ils prirent place dans le box des accusés. Le président du tribunal fit son entrée. L'audience est ouverte. Veuillez vous lever. Chacun s'exécuta, puis se rassit pour l'ouverture des débats.
L'adjudant-chef Delmas fut le premier témoin appelé à la barre. Après avoir prêté serment, il décrivit l'enquête pas à pas, évoquant les enregistrements audio, l'analyse toxicologique de la boisson et la saisie des messages cryptés. Sans la vigilance d'Aloïs, l'issue de cette journée aurait été dramatique, déclara-t-il avec conviction. Ce jeune garçon a fait preuve d'un discernement exceptionnel, préservant la vie de son père. Un murmure d'approbation parcourut l'assistance. Le président hocha lentement la tête. Je vous remercie, adjudant-chef. Vous pouvez regagner votre place. Le greffier appela ensuite M. Roche à témoigner. Il s'avança vers la barre, posa la main sur le texte de loi et prêta serment. Il fit face au tribunal, jetant un regard sérieux à l'attention de Violaine. J'éprouvais de réels sentiments pour cette femme, commença-t-il d'une voix posée. J'accordais du crédit à ses moindres paroles. Je l'avais accueillie, dans mon foyer, auprès de mon fils, en toute confiance. Aloïs baissa les yeux. Mais son intérêt pour moi n'avait rien de sincère, poursuivit M. Roche. Elle convoitait mon patrimoine, et elle était disposée à attenter à mes jours, pour y parvenir. Sa voix chevrota légèrement. J'ai paraphé des documents sans les analyser, j'ai accepté des boissons en toute confiance, m'engageant dans une union qui aurait pu s'avérer tragique. Des murmures désapprobateurs visèrent les accusés. Sans la vigilance de mon fils, je ne serais plus de ce monde aujourd'hui, conclut-il avec émotion. M. Roche quitta la barre pour retrouver sa place aux côtés d'Aloïs, lui serrant affectueusement la main. Le président parcourut la salle du regard. Le jeune Aloïs Roche est-il présent? L'adolescent se redressa. Le magistrat s'adressa à lui avec bienveillance. Approche, mon garçon. M. Roche lui serra l'épaule. Tout va bien, tu peux y aller. Aloïs s'avança lentement vers la barre. Ses jambes lui semblaient lourdes, mais sa démarche restait assurée. Il prit place devant le tribunal. « Quel est ton nom, jeune homme ?» s'enquit le président. « Aloïs Roche. Tu hast traits à uns ?» « Oui, monsieur le président. Comprends-tu la portée de ton témoignage ?»« Oui, monsieur. Raconte-nous les faits avec tes propres mots. » Aloïs prit une profonde respiration, s'efforçant de stabiliser sa voix. « Je n'ai pas accordé ma confiance à cette femme dès le premier jour. Son attitude me semblait suspecte, son sourire manquait de sincérité. Il désigna Violaine du regard. Elle détourna la tête. J'ai tenté d'en informer mon père, mais il s'imaginait que je m'opposais simplement à leur union. J'ai donc redoublé de vigilance. Une nuit, je l'ai surprise au téléphone, affirmant qu'une fois, boisson consommée, tout lui appartiendrait. Des murmures indignés parcoururent de nouveau la salle. J'ai dissimulé un appareil pour enregistrer ces conversations, j'ai fait analyser la bouteille suspecte, et j'ai conservé les éléments de preuve. Je ne souhaitais pas perturber la fête, mais lorsqu'elle lui a présenté le verre, j'ai compris que je devais intervenir. Le président se pencha vers lui. « Et tu as interrompu le toast. »« Oui, monsieur le président. » Le magistrat l'observa un long moment en silence, puis esquissa un sourire bienveillant. « Tu as fait preuve d'un grand discernement, Aloïs. » Aloïs s'inclina légèrement et regagna sa place. La parole fut ensuite donnée aux accusés. Le président s'adressa à la jeune femme. « Violaine, avez-vous des observations à formuler ?» Elle se leva lentement, s'exprimant d'une voix presque inaudible. « Je regrette mes agissements. Je présente mes excuses. » Le président fronça les sourcils. « C'est là l'intégralité de vos explications ?» Elle se contenta de hocher la tête, les yeux baissés. « Éprouviez-vous des sentiments pour M. Roche ?» « J'appréciais sa situation, » murmura-t-elle. Le président se tourna vers le complice. « Rodolphe Vasseur, souhaitez-vous exprimer ?» L'homme se leva avec arrogance. « Je regrette simplement d'avoir accordé ma confiance à cette femme. Mes intentions n'étaient motivées que par la recherche d'une meilleure situation. » Des murmures réprobateurs s'élevèrent parmi l'assistance. Violaine se tourna vers lui, furieuse. « Menteur! C'est toi qui as tout orchestré. » Ils commencèrent à s'invectiver vivement, contraignant les gendarmes de l'audience à s'interposer pour rétablir le calme. Le président frappa fermement de son marteau. Le tribunal exige le silence. Après une brève délibération, le président reprit la parole pour prononcer le verdict. Cette affaire dépasse le simple cadre de la tentative d'escroquerie. Il s'agit d'une machination criminelle d'une particulière gravité, motivée par l'appât de gain.
Un homme a failli perdre la vie. Un enfant s'est trouvé menacé de perdre son père. Il fixa les prévenus. Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Il marqua une pause solennelle. En répression, le tribunal condamne Violaine à une peine de 25 ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, escroquerie et association de malfaiteurs. La condamnée éclata en sanglots. Le président se tourna vers son complice. Le tribunal condamne Rodolphe Vasseur à une peine de 30 ans de réclusion, criminelle pour complicité, instigation et falsification de documents. L'homme accusa le coup en silence, serrant les dents. La séance fut levée. À la sortie du tribunal, les journalistes se pressèrent autour de M. Roche et d'Aloïs. « Monsieur Roche, quel est votre sentiment sur le verdict » Aloïs, d'où est venue la force d'agir de la sorte ? M. Roche leva la main pour réclamer de la distance. « Nous ne ferons aucune déclaration complémentaire. Mon fils et moi souhaitons simplement regagner notre demeure. » Il posa sa main sur l'épaule d'Aloïs, les guidant vers leur véhicule à l'écart, des caméras et des sollicitations. Le trajet de retour se déroula dans le calme, mais une atmosphère de sérénité retrouvée régnait dans l'habitacle. Au feu rouge, M. Roche regarda son fils. « Je suis fier de toi. » Aloïs sourit. « Je suis fier de toi également, papa. »« De moi ?» s'enquit son père avec surprise. « Oui, répondit Aloïs. Tu as fini par m'écouter. » Cela requérait aussi de l'Axkedskema. Résolution. Les semaines passèrent et l'existence reprit son cours paisible. Les roses du jardin fleurirent de nouveau, les rires résonnèrent dans le salon et la demeure retrouva sa sérénité. M. Roche retourna à la gestion de son entreprise, Aloïs à sa scolarité. On évoquait parfois l'affaire à demi-mot, saluant le discernement du jeune garçon de 13 ans, mais Aloïs ne se souciait guère de la notoriété. Sa seule satisfaction résidait dans la présence de son père à ses côtés et dans le fait que la vérité se soit imposée. Un samedi après-midi, M. Roche entra dans la chambre de son fils avec un sachet scellé en main. « Qu'est-ce que c'est » s'enquit Aloïs. « Ouvre-le. » Aloïs retira délicatement l'emballage pour y découvrir une petite plaque de métal gravé. On pouvait y lire « Ah, Aloïs Roche, pour avoir préservé une existence et proclamé la vérité. Témoignage d'affection de ton père. » Aloïs leva les yeux vers lui, ému. « Papa. » Monsieur Roche lui sourit. Un simple témoignage de reconnaissance. Ils se serrèrent étroitement dans les bras. Et à compter de ce jour, Aloïs garda en mémoire cette certitude. Parfois, les voix les plus calmes parviennent à préserver les vies les plus bruyantes.